Oui. Alors, retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie. Vous auriez compris que le débat n'a pas pris fin, donc à la pause. Et Horus, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cette situation post-électorale au Gabon? Alors, je voulais ajouter quelque chose, c'est que moi, au contraire de Germain, je trouve que la population gabonaise a envie de changement. Parce qu'il s'agit quand même de 60 ans d'un même leadership. Après, même si on s'entend sur le fait que le fils n'est pas le père, le fils a quand même fait 14 ans. Alors, je pense que là, on ne se rend pas compte de la chose, c'est que 14 ans, dans certains pays, mettons si vous voulez, c'est la durée de certains grands dictats qu'on a eus. Vous prenez les dictateurs sud-coréens, c'est à peu près dans ces eaux-là. Vous prenez Napoléon III, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et à l'époque, on parlait de l'Empire. Ceci étant dit, lorsque vous avez fait 14 ans et que vous êtes jugé sur votre bilan et que vous avez eu la chance d'avoir tous les ressorts de l'économie, c'est-à-dire les possibilités d'user de l'argent du pays comme vous le voulez, la possibilité d'user de l'armée comme vous le voulez, la possibilité d'en imposer à la politique de votre pays comme vous le voulez. Alors, votre bilan n'est pas jugé à la même hauteur qu'un, je ne sais pas moi, un Macky Sall ou un Patrice Talon. Parce que eux, ils sont dans un registre où ils vont faire un mandat de 5 ans, plus ou moins renouvelable, avec, comment dirais-je, la critique d'une opposition qui est là et qui examine chacun des faits et gestes, et avec un débat à l'Assemblée nationale ou au niveau d'autres institutions qui sont de façon perpétuelle. Vous êtes jugé sur 14 ans. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous avez apporté sur 14 ans. Vous ne pouvez pas leur dire « j'ai fait comme Macky Sall » ou « j'ai fait comme Patrice Talon ». Non. C'est là la chose. Et puis en plus, vous êtes l'héritier d'un monsieur qui était déjà là aux affaires. Et donc, le regard des populations sur vous n'est pas le même que sur les autres. Ce n'est même pas le même que sur quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui vient dans des conditions spécifiques. Donc c'est là où les gens posent la question de savoir, mais monsieur Ali Bongo, vous avez été président pendant 14 ans, vous voulez remplir pour un 3e mandat, quel est votre bilan ? Et si les gens ne s'entendent pas sur votre bilan, mais il va de soi qu'ils veulent vous changer. Même si il faille choisir quelqu'un dans le même giron que le vôtre. Et donc, là où a été pertinent ou astucieux M. Onsa, c'est que dès le débat, dès le début, lorsque on essaye de lui poser la question de quel est son programme de société, il dit, avant tout programme de société, la question sine qua non à tout changement est le départ de M. Ali Bongo. Alors, à cause de cela, justement, tout le monde fait consensus, on semble faire consensus. Est-ce que ce n'est pas plutôt là-bas qu'il a faussé son départ? Tout porte à nous croire que c'est là-bas qu'il a pu rassembler. Parce que avant, il faut bien noter qu'avant M. Onsa, il y avait le cas de M. Ping. Or, qui est M. Ping à la base? M. Ping est le beau-frère de M. Ali Bongo. Mais le simple fait que bien que cacique du PDG, bien qu'ayant été conseiller du père, bien qu'étant été époux de la sœur, bien qu'étant étant le beau-fils, le beau-frère du président actuel, rien que parce qu'il a à un moment incarné le fait d'une alternance, une alternative, une possibilité de nouveaux visages, il s'est retrouvé avec... On l'a adopté. Et il a fallu aller jusqu'à la violence au niveau de son siège pour faire déloger les gens. Donc, M. Onsa fait à peu près la même posture. Il récupère les mécontents de l'élection passée. Mais quand vous basez votre projet de société sur les départs de Ali Bongo, est-ce que ce n'est pas faussé ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'après, effectivement, on va se poser la question de savoir, oui, maintenant que tu as le siège, qu'est-ce que tu proposes? Oui, mais je suis désolé. Est-ce que c'est après qu'on va poser le débat? Est-ce que ce ne sera pas trop tard? Mais ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est votre avis critique. Est-ce que c'est l'avis du peuple gabonais? Non, moi, je pose la question. C'est l'avis du... Je voulais dire, c'est vrai quand Horus parle, je comprends. Il a parlé de 14 ans, comme si c'était trop. On est tous contre une multiplication du nombre de mandats. Mais quand vous prenez un Kagame
Puis il fait 3 mandats, personne ne se plaint. J'arrive, personne ne lui demande son bilan. On croit que c'est l'un des meilleurs. Quand vous voyez une Angela Merkel qui le fait, on pense que, voilà. Mais Ali Bongo, est-ce qu'il a un bilan? Ça, c'est aux Gabonais de le dire. Après, quand un opposant dit « mon projet de société, c'est le départ de quelqu'un », c'est démagogique en fait. Ça dit qu'il pense que les Gabonais ont besoin d'alternance, mais après il faut remplir l'alternance. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous voulez qu'Ali parte? Vous venez faire quoi? Mais Ali parte, oui, les gens, certains vous souffrent pour ça, mais ça aurait été plus intéressant de vous montrer que Ali a échoué et que vous allez faire mieux que lui. Et de quelle façon? Donc, moi aujourd'hui, c'est trop facile de dire parce que Ondossa a dit son projet c'est le départ d'Ali. C'est bon, c'est vrai que c'est un peu vil de le penser comme ça, mais c'est ce qui a poussé beaucoup de personnes, beaucoup de Gabonais à l'adopter. Hein. Mais on n'en sait rien puisqu'on n'a pas les résultats des urnes. Bon, enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de partisans. Oui, si on se réfère au meeting. Alors j'ai dit ils l'ont adopté, j'ai pas dit mais ils ont voté pour lui. Pour Ali, si on se réfère au meeting, adopté, on pourrait dire qu'il est. A priori, on va voter pour lui. Préélectoral. Qu'on adopte. Voilà. Mais ce que je veux dire, il y a l'effet des meetings, il y a l'effet de la communication. La campagne. Aussi. Il y a peut-être qu'on vous montrera un reportage d'Ali Bongo que vous allez dire mais les Gabonais lui renouvellent leur confiance. On fera un autre reportage, on dira il est vomi par les Gabonais. Après, c'est la majorité silencieuse, comme on dit, ceux-là qui ne parlent pas mais qui votent, c'est eux qui vont dire où est la tendance. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est la transparence de l'élection. Maintenant, qu'un opposant estime qu'il a eu un certain nombre de poids lourds de son côté, donc il est plus populaire, non, c'est trop tôt. Il peut faire l'alternance. On l'a vu un peu en Gambie avec un Yaya Jammeh qu'on n'a jamais pensé qu'il allait perdre l'élection. Et personne ne croyait. Il avait même inventé un système d'élection avec des billes. On croyait que c'était pour frauder l'élection, mais il a perdu. Parce que derrière Adama Barrow à l'époque, il y a eu quand même un travail qui a été fait. Aujourd'hui au Gabon, est-ce que c'est le même travail qui a été fait du côté de l'opposition? Mais on ne peut pas se fier à la communication qu'on a en disant qu'un opposant dise qu'il a déjà gagné, Ali Bongo n'a qu'à l'appeler pour... Donc ça, c'est des germes de la contestation au cas où Ali Bongo gagnait. Mais si Ali Bongo les perdait, on dira, bon, les tendances se sont confirmées. Ce qu'on a vu lors des campagnes qui donnait l'impression qu'il est populaire aussi, ça donnait. Mais si Ali gagnait, on ne peut pas aussi dire qu'il a fraudé l'élection parce qu'il a une machine électorale derrière lui. Contrairement à ce qu'on dit, on verra un président comme Paul Biya aujourd'hui au Cameroun, s'il est candidat à sa propre succession malgré ses 40 ans, il va gagner. Ça ne veut pas dire que les Camerounais ne sont pas fatigués. Bon, quand vous dites qu'il va gagner, c'est comme une certitude, il pourrait gagner peut-être. Vous verrez qu'on l'a vu par les temps. En Afrique, il y a quand même... Bon, je ne compare pas Ali Bongo à Paul Biya. Paul Biya, c'est un peu comme Houphouët-Boigny pour les Ivoiriens à l'époque. Et pour un certain nombre de peuples, c'est des gens qu'on aura du mal à remplacer s'ils ne partent pas d'eux-mêmes. Et vous verrez que dans leur propre parti, aujourd'hui, Paul Biya, on est tous conscients qu'il passe la moitié de son temps à l'étranger à se faire soigner. Mais pourquoi les Camerounais, dans leur majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposants au Cameroun, il y en a qui sont contre Paul Biya, mais la tendance aujourd'hui, c'est encore Paul Biya, alors qu'il a fait plus de 40 ans, il n'arrive même pas à diriger, il a fatigué les gens. Est-ce que ce n'est pas votre avis, Germain? Pardon? Non, je me trompe pas totalement. Je vois les tendances. C'est comme, je parle du Rwanda. Mais il y a une opposition qui est muselée, mais elle existe. Mais tout le monde applaudit Paul Kagame aujourd'hui. On estime qu'il travaille bien, on estime que c'est le meilleur président africain, on estime qu'il a développé le Rwanda comme si le Rwanda était plus développé que tous les pays en Afrique. Mais tu pars d'où vous venez. Pardon? Tu pars d'où vous venez. Peut-être que l'histoire aussi du pays et ce qu'il a fait depuis les génocides, et on pense peut-être qu'il est encore irremplaçable, que personne ne peut faire comme lui, donc il faut le reconduire, mais il y aura des années viendront, on dira, il y aura l'usure aussi du pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que l'opposition gabonaise ne convainc pas trop. Pour moi, un candidat qui dit son projet de société, c'est le départ d'Ali Bongo,
C'est comme quelqu'un qui dit c'est l'alternance. On veut l'alternance, d'accord. Mais il faut mettre quelque chose dans l'alternance. Ali Bongo a fait 1000 km de route, je viens faire 1500 km de route. Ali Bongo a échoué ici. Mais si c'est pour dire, bon, on est fatigué des Bongo, il l'a dit. Mais ces gens aujourd'hui qui sont des opposants, c'est des collaborateurs d'Ali Bongo ou de son père. Ils sont aussi comptables de la situation qu'ils dénoncent. Aujourd'hui, on aurait voulu qu'il y ait des opposants issus, qui viennent d'ailleurs. Mais ça fait que, au lieu de voter pour ces gens qui, pour une raison ou une autre, ont quitté ou ils ne sont plus du PDG, et au lieu de revenir à eux, certains se diront, ben, ils restent dans je ne dis pas que Ali Bongo est plus populaire, mais soyons un peu mesurés, attendons les élections, les résultats, et après, à l'aune des résultats, on pourra juger. Rien n'est décrit d'avance, comme je le disais dans le cas gambien. Ali Bongo peut bien perdre cette élection, tout comme il peut rempiler aussi, et ça ne serait pas de la fraude. Alors, je pense qu'on va quitter le Gabon. On va quitter le Gabon. Évoquer le Bénin, nouveau partenaire de la France dans le golfe de Guinée. Et c'est en partie une partie du discours d'Emmanuel Macron devant les diplomates. C'était lundi, hier, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cette affirmation d'Emmanuel Macron? C'est vrai qu'il dit que la France se fait de nouveaux partenaires. Parce que bien sûr, il y en a des partenaires qui ont fermé la porte à leurs relations diplomatiques ou encore qui ont suspendu quelques parties de ce qui consiste leurs relations. Mais est-ce qu'on pourrait comprendre que le Bénin sera le prochain Niger, par exemple, de l'Afrique? Alors, le Bénin a un rapport particulier à la France dans le sens où c'est elle qui, comment dirais-je, met en exil Bianzin, par exemple, ou que c'est elle qui envoie Bob Denard et ses troupes pour renverser le pouvoir du président Kérékou. C'est elle d'ailleurs qui voit d'un mauvais œil le régime marxiste du président Kérékou. Donc maintenant, comment dirais-je, moi personnellement je ne suis pas étonné parce qu'il s'agit d'un pays qui ne veut pas laisser son précaré. La France était au Mali, du Mali elle est passée au Burkina, du Burkina elle est passée au Niger, on sait comment elle est arrivée au Niger. Des troupes qui, pour se faufiler, sont quand même obligées de faire quelques morts sur le passage au niveau du Niger. Et maintenant que le Niger est dans ce que l'on connaît, ce que l'on voit, que la France y est pratiquement désavouée, ben, il faut trouver un nouvel endroit où stratégiquement on peut déposer ses valises. Et personnellement, oui, au vu de ce que l'on voit, il va de soi que si ce n'est pas le Bénin, c'est le Togo. Je ne les vois pas trop au Nigeria parce que le Nigeria a commencé à ses liens avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, et donc je ne suis pas très très étonné. Donc maintenant la question c'est quand on dit nouveau partenariat, non, mettons un partenariat plus ou moins renforcé. Il y a de cela quelques mois, je pense, M. Macron était du côté du Bénin, mais pour d'autres types de projets. Maintenant que ce fait pressant, comment dirais-je, le nouveau pouvoir de Niamey, il va de soi qu'elle cherche de quoi consolider sa présence tout en jonglant avec les réalités politiques de la sous-région. C'est-à-dire, vous pensez que les bases militaires françaises au Niger seront déplacées vers le Bénin? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils font tout pour que ces bases militaires ne soient pas déplacées. Ne quittent pas l'Afrique. Ne quittent pas l'Afrique. Sinon, la zone. Voilà. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est un protectorat qui ne dit pas son nom. Au sortir des indépendances,
on a fait croire à la plupart des gouvernements africains que ils ont un accès à la liberté, qu'ils ont le plein contrôle des projections qu'ils souhaiteraient pour leur pays, mais c'est pas ce qui s'est fait. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a remis en place les anciens protectorats, c'est-à-dire alors si vous voulez, à l'époque, lorsque on fait la conférence de Berlin et que la plupart des explorateurs se ruent sur les territoires africains pour faire signer aux chefs des tribus locales des contrats, c'était justement pour que ces métropoles-là deviennent, si vous voulez, les protecteurs, les garants, les plateformes sur lesquelles les autres peuvent prétendre à tout type de négociation. Et aux indépendances, après la colonisation, parce que la colonisation est venue casser la rythmique du protectorat, on était sur des colons sur de la prédation de fait. Après les indépendances, on est revenu à peu près dans ce même type de procédé. C'est-à-dire, oui, vous avez votre liberté, mais en ce qui concerne les échanges économiques, en ce qui concerne la négociation avec d'autres États, en ce qui concerne un certain nombre de directives que vous voulez appliquer sur votre territoire, vous devez vous en référer à nous. Et donc, en réalité, nos indépendances ressemblent à s'y méprendre au protectorat de l'époque. Et au fur et à mesure des sociétés civiles qui se développent, de la conscience, disons, de la prise de conscience politique qui revient en force, parce qu'elle était déjà là dans les années qu'on appelle 40, 50 et 60, petit à petit, ces populations-là qui sont en train, à mon sens, de retrouver leur capacité de résilience, demandent à pouvoir décider de leur propre projection. Et là, ça crée des problèmes à la France. Parce que vous avez des bases au Niger. On vous demande de les enlever. Vous ne voulez pas les enlever, alors que le pouvoir nigérien actuellement, c'est l'armée qui la détient. Alors comment est-ce que vous prétendez protéger un pays alors même que l'armée de ce pays ne vous adoube pas? Comment est-ce que vous prétendez avoir des bases dans un pays alors que vous n'avez aucun consensus avec l'armée de ce pays? Comment vous protégez quelqu'un qui souhaite ne pas être protégé par vous? Bon, après, c'est vrai que Emmanuel Macron essaie de répéter le pouvoir en place aujourd'hui d'Abdourahmane Tiani n'est pas un pouvoir légal, non, mais il faut faire attention. Légitime, qui ne reconnaît pas. Quand il dit que le pouvoir nigérien n'est pas légitime, la même personne est celle qui a légitimé le pouvoir du Tchad. C'était un coup d'État. C'est la même personne qui a accepté que l'on renvoie les ambassadeurs du Mali et du Burkina. Donc ça veut dire que, de facto, vu qu'il a accepté le renvoi dans ces pays, que ce soit le Mali et le Burkina, des troupes françaises, ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien son discours, il est légitimé en fait. Parce que là-bas, il n'a pas osé dire non. Il n'a pas osé refuser que l'on renvoie les diplomates français du Burkina ou du Mali. Mieux, il a accepté que ne soit pas accepté le diplomate français au Burkina. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, le monsieur qui entre-temps disait qu'il n'acceptait pas, qu'il ne reconnaissait pas les pouvoirs maliens et burkinabés, en réalité, de facto, les reconnaît. C'est ça qui est bizarre. Maintenant, je veux bien comprendre que l'on dise que le coup d'État qui s'est déroulé à Niamey, on ne le partage pas. Mais qu'ont fait les autres pays qui ne le partageaient pas? Les autres pays qui ne partageaient pas, qui ne reconnaissaient pas le coup d'État au Niger, ils ont tout simplement coupé les liens diplomatiques. Ils ont coupé les financements. Oui, probablement parce que la France a beaucoup plus d'intérêts. Oui, mais après, si vous avez des intérêts, mais les intérêts que vous avez, cela ne concerne pas le pays qui vous adopte. Surtout s'ils estiment que ces intérêts, vos intérêts vont en leur défaveur. Moi, ça m'amuse. On voit toute la défense qu'on apporte à M. Bazoum. Mais il y a une anecdote. Et je pense que parfois, au niveau de l'État français, au niveau de la diplomatie française, et notamment au niveau des médias français, on oublie que très souvent, c'est eux qui servent le bâton avec lesquels après on les frappe. C'est sur la plupart des médias qu'on a assisté à, à la façon dont a été éconduit M. Issoufou au moment où il essayait de renégocier les contrats pour l'uranium. Parce que lui-même, apparemment, en a été
comment dirais-je, à travailler pour la maison Areva. On a vu la manière dont il a été conduit. C'est pas les autres, c'est pas les gens qui ont inventé. Lorsque, par exemple, les troupes françaises ont été déplacées de leur théâtre du Mali, du Burkina pour aller au Niger, lorsque des Nigériens ont été tués, ben, c'est via les médias. Effectivement, quand ils disent, c'est eux qui, oui, on suit les médias de chez eux. Ben, c'est par leurs médias qu'on a assisté à cela. C'est personne qui l'a inventé. Alors, un partenariat renforcé, vous le pensez aussi, Germain, simplement un partenariat bilatéral renforcé ou faire du Bénin moi, je crois qu'on va une plateforme pour la base militaire française dans la région? Voilà, je pense qu'on va attendre de voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer, ce qu'il y a de nouveau dans ce partenariat, parce que la France a des partenariats avec toutes ses anciennes colonies. Elle en a de plus en plus aussi avec des pays anglophones de notre zone, comme le Ghana, le Nigeria. On a vu Macron a fait des voyages dans ce pays-là pour diversifier aussi les partenaires de la France. Aujourd'hui, sur le plan militaire, plusieurs pays veulent le départ des bases françaises. Donc on a vu au Mali, et on a vu au Burkina, c'est en train d'arriver au Niger. Et déplacer toute cette base-là, généralement, ça prend un peu de temps, à moins qu'on choisisse de déposer ça dans un pays voisin. Et donc, quand le président Macron le dit comme ça, la première chose à laquelle on pense, c'est le redéploiement de cette base militaire-là du côté du Bénin. Parce que on a vu dans un premier temps au Niger, on avait estimé que cette base qui quittait le Mali pour le Niger allait contribuer un peu plus à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Bénin qui est également concerné et qui a reçu assez d'aide de la France en termes d'armement. On a vu l'ancien ambassadeur du Togo, de France au Togo, qui est maintenant au Bénin, qui a livré à plusieurs reprises aux autorités militaires béninoises des armes et des véhicules de la France dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est fort probable que les Béninois acceptent accueillir sur leur terre ce contingent français-là. On avait pensé dans un premier temps qu'en quittant le Mali, c'est assuré direction la Côte d'Ivoire qui est connue de tous pour être un pays très proche de la France. Et donc, quand Macron dit que le Bénin, le nouveau partenaire, on fait directement le lien entre la réaction des talents par rapport à l'intervention au Niger, parce que les deux pays qui étaient en avant dans notre zone, en plus du Nigeria, il y avait le Bénin qui avait déjà accepté de fournir un contingent à la Côte d'Ivoire. Et donc, on pourrait se dire que le Bénin est sur la voie de la Côte d'Ivoire, où il faut reconnaître quand même que les investissements français sont beaucoup plus importants là-bas que dans la plupart des pays, donc en Afrique de l'Ouest. Et est-ce que de ce partenariat que Macron veut parler, on n'en sait rien. A priori, il n'y a pas un grand changement, à part la position du président Macron dans cette question et du président Talon dans cette intervention donc, au Niger. Et si Macron l'annonce, c'est dire qu'il y a probablement une suite. Et quelles conséquences pour cet effet domino du Burkina au Mali, du Mali au Niger, du Niger peut-être en Côte d'Ivoire, au Bénin, pour les populations africaines? Je pense qu'en réalité, les Occidentaux ont un autre intérêt en déployant leurs militaires. Bien sûr, des intérêts économiques. Voilà, mais quand on parle de France, vous savez, aujourd'hui au Niger, il y a 1100 soldats américains dont personne ne parle. Ils ont fait une manifestation contre la base. On se comporte comme s'ils étaient des Nigériens. Il y a 1500 soldats français et on parle plus des soldats français. Et au Ghana à côté, il y a une base américaine. Tout à fait.
il y a quelques années, les Ghanéens ont manifesté pour ce départ, mais le président n'a pas voulu écouter. Donc les Américains sont là au Ghana. Exactement. Et les Américains sont là au Niger. Au Nigeria même. C'est pas une colonie américaine, le Niger. Ils sont là. Et donc les Français aussi sont là. Et les Russes aujourd'hui occupent les bases où les Français quittent. Donc les Russes aussi envoient leurs armées et nous, on a que toutes ces armées-là, les Américains, les Russes, peut-être un jour les Chinois, peut-être un jour les Chinois et les Indiens, ou les Turcs et les Iraniens, on ne sait rien. Et on ne sait pas pourquoi ces bases-là sont chez nous. Au départ, on nous a parlé de coopération militaire, on envoie des coopérants, mais ce n'est pas en si grand nombre. 1100, 1500 et un peu plus, donc c'est beaucoup. Après, il faut que l'Afrique se pose la question, que viennent faire ces militaires occidentaux dans nos pays? Est-ce que nous avons intérêt qu'ils soient là parce qu'ils participeraient à la lutte dans plusieurs autres domaines, comme le domaine de par exemple, la sécurité maritime, et au-delà du terrorisme, où on n'a pas vu beaucoup d'efficacité. On n'a pas vu beaucoup d'apport de ces troupes étrangères-là. Il y a aussi la formation des ressources militaires aussi. Oui, mais au niveau de la formation, ça n'a pas besoin de 1500 militaires ou 1100 militaires américains pour former, mais il y a des coopérants français, même des Israéliens aussi, un certain nombre de pays, même des Russes, qui viennent former nos armées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand il y a une armée de 1500 personnes, dites-vous qu'elle peut mettre en déroute toute une armée nationale. On n'a pas besoin même de 500 personnes pour faire un coup d'État. Mais eux, ils ont 1500 personnes, 1100 personnes pour les Américains et tant d'autres. Et donc, on se pose la question, pourquoi nos États acceptent ces militaires-là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider autrement? Est-ce qu'ils ont besoin d'être physiquement aussi nombreux? Parce que demain, ça peut être le danger. Moi, je ne parle pas de la France seule ou des États-Unis, mais même les Russes qui viennent, en surnombre, et un certain nombre d'autres pays qui s'intéressent, qui viennent renforcer nos armées. Après, c'est quel type de coopération existe réellement? Peut-être qu'il faudra que les parlements posent des questions aux dirigeants dans ces pays-là pour que les populations aient une réponse assez claire. Alors, on va observer la deuxième pause et revenir juste après le journal pour évoquer les deux derniers sujets, à savoir, on va commencer avec le Niger et toujours terminer avec le Niger, puisque c'est le dernier sujet, parler des propos d'Emmanuel Macron et de la situation de ces étudiants bloqués à Niamey.